Bonjour, c'est Antoine Malot de l'atelier Malopelli. Aujourd'hui, je vous montre dans cette vidéo comment chromatiser sur la flûte à 6 trous, la flûte traditionnelle à 6 trous. Parce qu'il y a une exception, des flûtes à 6 trous. Il y a la flûte Renaissance, qui était plutôt une flûte de la cour, qui était avec des petits trous de jeu et qui se chromatisait par doigté de fourche. Moi, je parle uniquement du doigté par trou partiellement bouché. On va retrouver ces chromatisations sur le banc-souris indien, sur la quena des Andes, sur le pifano brésilien, sur la plupart des flûtes à 6 trous traditionnelles à gros trous de jeu. Là, j'ai trois exemples. J'ai l'exemple par trou, par doigté de fourche, qui est du coup le plus grand contraire de la chromatisation par trou partiellement bouché. Tout le monde connaît la flûte à bec, la plupart d'entre vous en ont déjà vu et tenu entre les mains. La flûte à bec se chromatise, donc s'altère. Une chromatisation, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une altération d'une note. C'est le fait de faire des dièses et des bémols sur une flûte qui joue naturellement sur une gamme diatonique, donc les blanches du piano. Pour faire les noirs du piano sur une flûte, on va chromatiser. Donc, sur une flûte à bec, on chromatise par doigté de fourche. Vous voyez, je fais un doigté bouché, et puis entre, je vais faire une fourche. Ce qu'on appelle une fourche, c'est un jour. Cette flûte, la flûte à bec, a été conçue dans sa perce, dans sa géométrie, pour faire ce genre d'altération, pour permettre ce genre d'altération. On a des trous qui sont percés en biais, on a des trous sont petits, avec des gros trous, on ne pourrait pas vraiment faire ça, pas facilement du coup. La perce est très conique. Tous ces paramètres vont favoriser la chromatisation par trou, par doigté de fourche. Or, il y a deux exceptions sur la flûte à bec, ce sont les deux derniers trous qui sont souvent doublés, parfois ils ne le sont pas, mais comme on ne peut pas faire de fourche sur les extrémités, là, sur la fin du doigté, on va chromatiser en libérant en créant une petite fuite. En fait, on va libérer le plus petit trou pour altérer la note, pour la diéser. Et en fait, ce principe-là, c'est exactement le même que sur la chromatisation par trou partiellement bouché d'une flûte à 6 trous. Disons que, il y a des confrères qui se sont amusés à le faire, on pourrait faire que des trous comme ça, doublés, sur chaque trou, on pourrait faire un trou moyen, un trou petit, et à chaque fois qu'on va libérer le trou moyen, on n'entendra plus que il n'y a plus que le petit trou qui va libérer de l'air, et on va altérer les notes comme ça. Certains l'ont fait, c'est très peu puissant, c'est très peu précis à jouer, parce que dès que, disons que c'est un peu mal bouché ou qu'on crée une fuite sur le deuxième trou, ça ne fonctionne pas, et je vous dis, on perd énormément de puissance. Donc, je vais vous montrer comment on optimise la chromatisation sur une flûte à 6 trous. Alors, je vous montre le moins bon exemple, c'est celui où on a des très petits trous de jeu. En fait, je m'y reprends souvent à plusieurs fois pour essayer de chromatiser sur ce genre de trous. Parce qu'il faut faire des petites fuites sur des très petits trous. Donc on a très peu de marge de manœuvre. En fait, quand on a des gros trous de jeu, non seulement on gagne en clarté de jeu, en puissance et en netteté, et c'est plus facile aussi sur la deuxième octave, c'est exactement le même doigté. Si on fait un doigté de fourche, il y a quelques notes qui fonctionnent, elles sont très peu nettes.
pour ça, les petits trous favorisent la pratique. Mais ce doigté-là ne fonctionne pas sur la deuxième octave, il ne fonctionne que sur la première. Est très peu puissant, disons qu'on a une netteté d'altération assez faible, et puis on perd beaucoup en puissance avec les fourches. Donc, avec des gros trous de jeu, l'intérêt est de pouvoir chromatiser. Alors, il faut travailler ces gammes. Il faut bosser des morceaux où au début, vous allez bosser un morceau où il y a une seule chromatisation à la clé, une deuxième, une troisième et tout. À partir de 3 dièses à la clé, eh ben, vous ne prenez pas une flûte en fa, vous prenez une flûte dans la tonalité la plus adaptée au morceau que vous voulez jouer. C'est pour ça que la plupart des gens qui jouent de la flûte à 6 trous, à moins qu'ils ne jouent qu'un répertoire, par exemple avec la flûte irlandaise, on va jouer sur du ré majeur, c'est très rare qu'on prenne une flûte sur une autre tonalité. Si on va passer à la musique bretonne, par exemple, on va prendre une flûte en mi bémol, qui est plus adaptée, parce que la clé sur la musique bretonne, c'est plutôt du si bémol, et la flûte en mi bémol est assez adaptée sur cette tonalité. Donc, quand on chromatise, on va modifier sa position de doigt pour créer des petites flûtes. Il y a un petit, disons, il y a 2 astuces que j'aimerais enfin de base de cette chromatisation dont j'aimerais vous faire part. C'est qu'on va jouer principalement en Piper's Grip. Donc Piper's Grip, je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, c'est les deux annulaires qui se posent sur les trous qui leur sont attribués, et les autres doigts vont se poser naturellement pour avoir les doigts plus alignés possible. Pas comme ça, pas tous plats, l'inverse, ça va être les bouts des phalanges comme sur la flûte à bec, les bouts des phalanges qui sont comme ça. Alors là, vous perdez énormément d'agilité, et puis pour chromatiser, c'est très difficile, et puis vous avez tendance à crisper vos mains pour les obliger, pour obliger les doigts à se mettre sur les extrémités. Or que si vous arrivez à bien boucher les trous en mettant les doigts à plat, vous gagnez de la rapidité de jeu, de la souplesse, etc. Écoutez, je vous fais écouter un morceau chromatisé. Vous allez voir les altérations qu'il y a à la clé. Normalement, je joue plus vite, mais là, je suis concentré sur justement les altérations. Donc là, je vous fais écouter la gamme du Fa majeur. Or là, sur le morceau que je viens de vous jouer, c'est, je crois que c'est Joropo de Joachim, c'est un Joropo vénézuélien, où dans la musique traditionnelle latine, Venezuela, Colombie, Équateur et tout, il y a beaucoup d'altérations. Donc une flûte à 6 trous, il faut qu'elle puisse chromatiser facilement. Donc là, vous avez quoi comme altération? Vous avez le Fa dièse, vous avez un moment, vous avez le Ré dièse, et à un moment, vous avez le Do dièse. Et là, en fait, ce que je voulais vous dire, donc première astuce, c'est de jouer en Piper's Grip. Deuxième astuce, c'est que vous n'allez pas toujours positionner vos doigts de la même manière selon que vous montez la gamme ou vous la descendez. Si vous êtes sur une phase montante du phrasé, que vous allez vers les aigus, vous allez pivoter vos doigts. Vous allez pivoter vos doigts plutôt quand vous montez la gamme, et quand vous descendez la gamme, que vous reposez vos doigts en fait, vous allez plutôt les reposer comme ça, tac, tac, tac. Comme si on déposait une clé de flûte, par exemple, et qu'elle n'allait pas se boucher complètement. Je ne sais pas si vous voyez là, mais je crée la fuite en laissant tomber mon doigt. Et en fait, ces mécanismes-là, c'est ceux qui permettent d'être le plus rapide,
Parce que forcément, quand vous descendez la gamme, vous n'allez pas, votre esprit, votre cerveau, il ne va pas dire au doigt, tu te reposes et après tu ouvres. Ça demande deux démarches, deux impulsions nerveuses. Alors que si je fais... Là, quand je monte la gamme, forcément, je fais que des pivots. Quand je descends la gamme, je fais des pas, je fais tomber mes doigts en laissant des ouvertures. Réécoutez cette vidéo. Il y a toujours beaucoup d'infos dans mes vidéos. C'est la pratique qui va vous faire comprendre la démarche. Et puis réécoutez-la pour réentendre des infos. À bientôt.